Oui, c'était les vacances, donc on a fait une petite pause, ce qui nous a permis de réfléchir et de prendre du recul. Et on voit bien là que la grosse offensive qui travaille la France en ce moment, c'est à la faveur des migrants et de la peur que ça génère chez les Français, c'est effectivement un assez grand anti-immigrationnisme généralisé, où d'ailleurs on confond un peu tout. Les migrants, Daesh, les Français d'origine immigrée. Et tout ça nous tire vers la droite, et une droite qui dit assez vite qu'il faut prendre exemple sur Israël et la manière dont Israël protège ses frontières et traite les Palestiniens, notamment à Gaza. Et on voit bien que cette crise des migrants, qui est organisée d'ailleurs symboliquement, on va dire, par Soros, c'est-à-dire par des cosmopolites de gauche, des mondialistes cosmopolites de gauche, ce que j'appelle aussi les nomades prédateurs, finalement fait le jeu, étrangement, des anti-immigrationnistes de droite. Donc c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être une convergence, puisque ces immigrationnistes de gauche et ces anti-immigrationnistes de droite appartiennent à la même communauté quand même. Et à la fin, ça fait quoi? Ça fait que la France est maintenue sous tutelle de la même communauté surreprésentée. C'est un peu l'espèce de mascarade étrange de Golnadel s'en prenant à Soros. En ce qui concerne le bateau, il est affrété par SOS Méditerranée. Je crois savoir que l'un des copropriétaires, c'est la Open Society de M. Soros, qui est une organisation délibérément immigrationniste. Donc il y a aussi des arrière-pensées politiques. Ce qui est d'ailleurs le minimum qu'il peut faire, mais en s'en prenant à Soros, effectivement, il ne s'en prend pas à Julien Drey, il ne s'en prend pas à toute une politique communautaire qui était derrière SOS Racisme et qui est clairement lisible. Et surtout, ce que ça entraîne, c'est une certaine communauté change de cheval et nous dit on vous a, comment dirais-je, guidé pendant 30 ans vers le chaos immigrationniste, avec tout ce que contenait SOS Racisme, c'est-à-dire les chances pour la France, élevées dans la détestation des Français de souche, avec assimilation de la France à la colonisation et à la collaboration, ce qui a généré l'exaspération des Français, pour finalement proposer de renouer le bail et que les pyromanes deviennent les pompiers, c'est le principe du racketteur qui vous protège contre la menace qui fait peser sur vous. Et puis surtout, moi j'attends toujours que Golnadel, puisqu'il prétend aujourd'hui se battre pour la France libre et libérer la France, on ne sait pas trop de quoi il veut la libérer. Enfin, moi, j'entends bien de quoi il veut la libérer, mais là, il y a un problème de hiérarchie causale, pour citer Carl Schmitt. Et j'attends, moi, surtout que tous ces gens-là présentent leurs excuses à Jean-Marie Le Pen, qui, lui, disait exactement ce qu'ils disent aujourd'hui, mais dès 1973, c'est-à-dire préventivement, avant que ça devienne catastrophique. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'immigration telle qu'elle est faite en France et organisée est vecteur d'insécurité. Et je rappelle que ces gens-là n'ont cessé d'attaquer Jean-Marie Le Pen, et que même aujourd'hui, où ils disent tout comme lui, ils oublient encore de lui présenter leurs excuses. Et ça, c'est le signe même de la malhonnêteté et de la mauvaise foi. C'est pour ça que, je le dis et je le redis, je ne marche pas dans la combine. Oui, c'est à un moment donné, évidemment, je ne crois pas aux pétitions, mais je trouve qu'il est important de bien montrer qu'en ce moment, dans le camp national, puisque nous sommes aussi des nationalistes, il y a vraiment une ligne de fracture et qui est, sans ambiguïté. On ne peut pas être des deux côtés à la fois du mur. Il y a les nationaux-sionistes aujourd'hui, et nous, les nationaux anti-sionistes. Et le national-sionisme est un oxymore. On ne peut pas être national et sioniste. À mon avis, c'est une escroquerie. Et c'est ça qu'on se fait fort de démontrer par cette pétition, qui est une série de parce que, qui est à la fois drôle et explicite. Et d'ailleurs, je vois que le camp d'en face ne la commente pas et ne l'attaque pas. Ils font silence.
Parce que le premier grand remplacement fut d'abord celui qui s'est opéré partout dans les médias. Parce que pas de grand remplacement sans grand remplaceur. Parce que la communauté juive de gauche est la principale responsable de l'immigration de masse, et la communauté juive de droite la principale responsable de la radicalisation communautaire. Parce que les crises migratoires actuelles sont aussi la conséquence des guerres pour Israël. Parce qu'Israël n'est pas un rempart contre l'immigration, mais un état d'immigrés colons. Parce qu'un patriote chrétien digne de ce nom ne peut avoir aucune admiration pour une armée qui tire sur des femmes et des gosses, poussés à la misère et au désespoir, après leur avoir volé leurs terres. Parce que la crise sociale actuelle nous vient de la politique de la dette exercée par Wall Street, et pas de la Mecque ni de la bande de Gaza. Parce que nous sommes les nationalistes français authentiques et légitimes. Non au national-sionisme. Égalité et Réconciliation fait toujours son boulot d'analyse critique de toutes les martingales foireuses de ce qu'on appelle la politique politicienne, parce qu'on ne fait pas de politique politicienne, et aussi d'incarner, je dirais, un vrai nationalisme, et un nationalisme à la française, c'est-à-dire compte tenu des spécificités françaises. Je rappelle toujours que la France n'est pas l'Allemagne, la France n'est pas l'Angleterre, la France n'est pas non plus la Hongrie ou la Croatie, parce que je vois aujourd'hui les gens qui me disent « Regardez comment font les Hongrois avec Orban ». Et moi, ce que je fais remarquer, c'est que finalement, les Hongrois, qui sont un petit pays, qui est incomparable à la France, qui est quand même un des phares de la civilisation occidentale, même si on est un peu en déclin, et la Hongrie a finalement la chance de n'avoir pas de débouché sur la Méditerranée, de n'avoir pas fait la Révolution française, de n'avoir pas ni Montaigne, ni Jean-Jacques Rousseau, ni Voltaire, ni Victor Hugo, et qu'effectivement, pour sauver la France, il faut faire une autre politique qu'aujourd'hui, mais une politique française. On ne peut pas transposer, faire des sauts dans le vide. Les gens qui aimeraient qu'on fasse comme en Hongrie ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Fondamentalement, la politique, c'est quelque chose de concret qui ne peut pas procéder que par médiation à partir de choses réellement existantes. C'est-à-dire on peut passer d'un point à un autre. On ne peut pas faire des sauts métaphysiques dans le vide. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on regrette de ne pas être la Hongrie, ce qui est quand même un signe d'effondrement. Parce que j'en vois même qui préféraient que la Croatie gagne au football contre la France parce qu'ils n'aiment pas l'équipe de France. Je rappelle quand même que la France a été la grande nation, c'est-à-dire la première nation du monde, on va dire jusqu'à Waterloo. Elle est encore, je crois, la 7e puissance économique du monde. Elle participe au premier plan avec l'Angleterre et l'Allemagne au génie européen qui est quand même le groupe ethnique qui mène le monde. C'est-à-dire qu'on souffre aujourd'hui d'être français, mais la France c'est quand même quelque chose de très grand. Il faut quand même reliser Bainville. Et aujourd'hui, souhaiter être croate ou hongrois, face effectivement à un chaos qui nous est imposé, c'est une manière de politique de démissionner, de baisser les bras, ou de partir, je dirais, dans une dimension poétique qui s'ignore, parce qu'effectivement, on peut rêver d'être la Hongrie. Mais c'est comme à un moment donné où il y avait la vague du romantisme en France, qui était en fait un néo-monarchisme, parce qu'il y avait un agacement par rapport à la laideur et au mensonge républicain des banquiers républicains. Et ça nous amène à Baudelaire. C'est très beau, le néo-traditionnalisme baudelairien de l'époque. Mais ce n'était pas un programme politique. Ça débouchait sur une production esthétique de qualité. Et je fais remarquer que Baudelaire, c'est quand même autre chose que Marceau, par exemple. Vous voyez ? Donc, soit on fait de la politique, c'est ce que je fais, soit on fait autre chose. Voilà, mais il faut être clair sur les catégories. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui pensent que le national-sionisme est la voie de la renaissance de l'indépendance de la France et de la France sont en général des trouillards, des petits arrivistes qui veulent des miettes, des traîtres pour moi et des foireux. Et ceux qui pensent effectivement qu'il faut aller chercher les solutions à la crise française en Europe centrale ne comprennent rien à ce qu'est la politique. Voilà. Oui, on voit bien que nous sommes tombés dans le piège de l'individualisme. C'est-à-dire des gens qui pensent pour eux et qui pensent sur des durées courtes, et aussi le fait que cet individualisme est la conséquence non seulement d'une idéologie qu'on nous impose, et aussi de la destruction des réseaux traditionnels qui, je le rappelle, permettaient la pérennité et la longue durée, et d'être au-delà de l'individualisme qui était la monarchie,
c'est-à-dire l'aristocratie, la noblesse, qui était un être collectif, et l'Église. Il y a eu la disparition de ces deux êtres collectifs qui ont structuré la France depuis le baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française. Et face à ça, nous sommes tombés tous dans l'individualisme. Et de l'autre, par contre, dans le camp d'en face de nos dominateurs, eux sont toujours sur des êtres collectifs qui travaillent dans la longue durée et qui ont un projet et qui sont capables de le travailler sur 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et on voit bien là, par exemple, sur le national-sionisme, que ça fait 25 ans que Finkielkraut travaille à réinvestir le nationalisme, alors qu'il vient des SOS Racisme, Finkielkraut, il ne faut pas oublier, en plus de venir de Pologne. Il y a deux questions qui sont urgentes aujourd'hui. La première, bien entendu, c'est de nous armer contre toute résurgence de xénophobie, voire de racisme théorisé. Mais la deuxième aussi, c'est d'arracher l'antiracisme dominant à la sentimentalité. Et lui, il a fourni, je dirais, l'armature, on va dire, intellectuelle, en étant soi-disant philosophe, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Je crois qu'il est juste agrégé de lettres modernes et il a une licence d'anglais. C'est pas un philosophe. Mais aujourd'hui, la philosophie s'est tellement effondrée qu'on confond philosophe et moraliste ou publiciste, quoi. En tout cas, lui, l'académicien Finkielkraut a été le premier volet de ce retour de la communauté vers le nationalisme et le traditionnalisme. Racisme anti-blanc. Cette expression, aujourd'hui, est interdite. C'est ça qu'on nous reproche, d'avoir osé utiliser cette expression. Or, la réalité existe. Et il ne faut pas laisser aux racistes blancs le monopole de la dénonciation du racisme anti-blanc parce que ça leur assure un fonds de commerce illimité. La deuxième vague, c'est Zemmour. Lui, c'est la vague journalistique avec Le Figaro. Lui, il interpelle la bourgeoisie de droite, quoi. Je vais vous expliquer très simplement. L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'ils font est sous-tendu par des sourates de l'islam. Quand ils égorgent des adversaires, c'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Et la troisième vague, on se la prend dans la gueule en ce moment, c'est travailler la jeunesse en colère et les milieux un peu plus populaires. Et c'est Ring avec la petite bande à David Kersan, dont le vrai nom est David Serra. Si je fais un constat froid, immédiat, le pays au Moyen-Orient où les chrétiens sont le plus en sûreté, c'est en Israël. Tu vois. Donc moi, en tant que chrétien, pour moi, ça suffit à plutôt avoir tendance à trouver que... Voilà. En fait, moi, quand j'entends les gros discours nationalistes, ils tendent vers ça. Ils veulent faire un Israël français, donc en substituant tout ce que Israël fait sur le modèle français, tu vois. Donc un pays qui soit assigné à une religion, avec des frontières inviolables. Donc voilà, c'est les trois étapes du virage à droite de la communauté qui est passé de l'antiracisme au racisme, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y avait, on va dire, la communauté des élus qui étaient antiracistes de gauche, avec, on a toujours Julien Drey et Askolovitch, et puis maintenant est en train de prendre la main, c'est une espèce d'alternance dialectique pour garder la haute main, c'est la dialectique bien comprise. Maintenant on a Golnadel avec les racistes de droite, le Likoud, qui effectivement se targue d'être capable de ratonner efficacement à Gaza, alors qu'avant on est passé de chance pour la France à haro sur le Gazaoui, c'est marrant. Et c'est comme ça que ces gens-là gardent la main, par des alternances fonctionnelles et des virages à 180 degrés. Et le bon couillon de français, soit ne comprend rien, soit comprend mais tapine. Et ça, c'est le gros problème, parce que je peux rien reprocher aux Français qui sont trop loin de tout ça pour ne rien comprendre, parce qu'il faut quand même être assez proche des lieux de pouvoir et de décision, il faut être à Paris, dans le tertiaire, avoir des liens avec le journalisme pour comprendre tout ça. Un paysan de la Creuse ou un sidérurgiste lorrain, il ne sait pas que tout ça existe, et puis c'est trop vicieux pour lui. À la limite, il a l'âme trop pure pour envisager tout ça. Mais ceux qui se targuent de faire de la politique, de comprendre et d'agir, soi-disant, pour la France, et un certain redressement ou une certaine indépendance, ceux-là sont pour moi des traîtres et des guignols, quoi. Et c'est ça, je dirais, mon combat d'aujourd'hui et ma tristesse aussi. Allez. Immortale, sanguinati figli tuoi,
le gros morceau qui fait bouger en ce moment l'Europe et qui fait réagir tous les penseurs, et notamment par exemple un Attali, hein, c'est ce qui se passe en Italie. Je rappelle qu'Attali, récemment, dans un colloque donné à Aix-en-Provence, a bien dit, après avoir dit que les nations devaient être considérées comme des hôtels. Un pays, c'est un hôtel. C'était un peu comme la fin de l'histoire de Fukuyama, il pensait que c'était plié. Il se rend compte qu'il y a un sursaut, effectivement, de colère des peuples d'Europe. Il ne faut pas considérer le nationalisme comme un gros mot, ce serait une erreur terrible. Nous avons besoin des nations. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Hein, il y a une limite à la manipulation et il y a quand même des réactions, je dirais, anthropologiques. Hein, c'est la peur de l'invasion et de la destruction. Puisqu'en Italie, je rappelle qu'un gouvernement populiste a émergé par une alliance qui correspond complètement à notre rêve, à nous qui est gauche du travail, droite des valeurs. Dieudonné, Jean-Marie Le Pen, hein, avec Soral qui faisait la médiation à l'époque. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause de la fille, c'est triste. Hein. Et donc, il y a eu l'alliance du mouvement 5 étoiles, qui avait été initiée par Pepe Grillo, qui était un comique. Donc là, on est vraiment dans le libertaire à la Dieudonné, et de quelque chose qui émane de la Ligue du Nord, et si on remonte encore plus loin, du MSI, c'est-à-dire les néofascistes italiens. Et donc, des populistes de gauche et des populistes de droite, qui se sont alliés, un peu d'ailleurs ce que rêvait de faire à un moment donné Coluche avant sa mort, quand après s'être débarrassé de Romain Goupil, dont il avait compris la manipulation, puisqu'il commençait à comprendre les réseaux trotskistes. À l'époque où je l'avais rencontré, il avait compris toute cette manipulation, il avait compris Attali, il avait compris Romain Goupil, et il s'était rapproché de Gérard Nicou, du Sidunati, pour qu'on lui explique. Et lui-même rêvait de faire, à mon avis, une alliance populiste gauche-droite. À mon avis, il en est mort à cause de ça. Mais en Italie, pour revenir, Pepe Grillo a monté ce mouvement populiste de gauche 5 étoiles. Le néofascisme italien a continué sa voie, puisqu'il a un poids historique. Il ne faut pas oublier que le fascisme n'a pas en France. Et à un moment donné, cette alliance s'est faite, a gagné les élections, en partie d'ailleurs grâce à la médiation discrète d'un Berlusconi, qui serait un peu, je dirais, un Bernard Tapie italien. Donc l'Italie est en train de montrer la voie de l'insoumission à l'Union européenne, parce que ce qui est en ligne de mire, c'est sortir de l'Union européenne, donc détruire l'Union européenne. Voilà 5 jours que le navire Diciotti est taqué au port de Catane et que des dizaines de réfugiés y sont confinés sans pouvoir fouler le sol italien. Le gouvernement réclame depuis le début de la semaine des garanties européennes sur la répartition et la prise en charge des migrants rescapés, prérequis obligatoires avant d'autoriser leur débarquement. Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien, a lancé un ultimatum à la Commission européenne. Si l'Union européenne s'obstine et si rien ne sort de la réunion de la Commission ce vendredi à propos de la répartition des migrants à bord du Diciotti, alors le mouvement 5 étoiles et moi-même ne serons plus disposés à verser chaque année 20 milliards d'euros à l'UE. Si l'Italie sort de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne. Et là, je m'appuie sur les analyses de Charles Gave, je crois, qui sont très bonnes. C'est que si l'Italie sort de l'Union européenne et qu'elle retourne à sa monnaie, elle échappe partiellement, et même de façon assez importante, à la dette. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-dessus de toutes les questions, le chaos social dans lequel on est aujourd'hui, l'appauvrissement, etc., est lié essentiellement à cette politique de la dette qui est un racket du système bancaire mondial et mondialisé, qui, comme je le dis souvent, n'a pas à sa tête le monde musulman, hein, suivez mon regard. Ça nous amène plutôt vers Wall Street et la City, hein, et donc toujours les mêmes. Hein, voilà. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne pas payer la dette n'est pas un drame pour l'endetter. Parce que le but, c'est pas comment payer la dette, ça c'est l'arnaque dans laquelle on essaie de nous enfermer. Le but, c'est comment ne pas payer la dette, qui est une escroquerie et qui est un racket. Et le meilleur moyen de ne pas payer la dette, c'est de sortir de l'Union européenne et de sortir de l'euro, et de revenir à une monnaie nationale qui dévalue totalement la dette. Et qui va prendre dans la gueule cette destruction de l'Union européenne ? Le seul pays qui serait en faillite si l'Italie sortait de l'euro, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a accumulé depuis 20 ans à peu près 1000 milliards d'euros d'excédents sur les autres pays dans ce qu'on appelle les balances target. Et ces balances target, si vous voulez, elles sont en euros. Et donc les Allemands ont prêté en quelque sorte de l'argent aux Grecs pour qu'ils achètent des bagnoles. Et en échange, les Allemands ont pris un effet recevoir du Grec qui paiera la voiture. Qui vous préférez être, l'Allemand qui a la bagnole ou la compagnie d'assurance allemande qui allait faire recevoir du Grec disant qu'il paierait un jour? Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne va perdre 500 milliards d'euros sur ces 1000 milliards. Elle nous a subventionnés en quelque sorte pour acheter ses produits. Elle a fait ce qu'on appelle du vendors financing. Et donc le jour où on dira on ne vous paye pas ou on ne vous paye plus ou on vous paye la moitié de ce qu'on vous doit, ben, tout le système financier allemand saute. Parce que ceux qui sont créditeurs vont sauter, ceux qui sont débiteurs, ils n'en ont rien à foutre, leur dette va baisser.
Ce qui veut dire que l'Allemagne se prendra dans la gueule à la fois la crise des migrants, qui commence à faire réveiller le peuple allemand, et d'ailleurs d'abord le peuple allemand d'Allemagne de l'Est. Les autorités allemandes craignent une escalade de tensions à Chemnitz, dans l'est du pays. Des sympathisants d'extrême droite ont encore manifesté ce lundi suite à l'arrestation d'un Syrien et d'un Irakien accusés d'avoir poignardé à mort un Allemand. La veille, des chasses collectives aux immigrés avaient été menées selon les propos de la chancelière Angela Merkel. À Chemnitz, qui s'appelait Karl-Marx-Stadt à l'époque de la RDA, comme dans toute la Saxe, l'extrême droite est en plein essor. Ça aussi, c'est des choses assez drôles et assez dialectiques. De même que la Russie éternelle est en train d'être sauvée par un ancien colonel du KGB, c'est-à-dire un stalinien. De même, le sursaut, on va dire, identitaire en Allemagne se fait par des gens qui avaient été programmés pour être détruits en tant qu'Allemands fondamentaux, prussiens, noyaux de l'Allemagne, qui étaient les Allemands de l'Est. Alors que les Allemands de l'Ouest sont dans la couillonnade antiraciste à 100%. Donc c'est ça qui est bien de voir les dialectiques de l'histoire. C'est que souvent, quand on connaît la pensée de Hegel, on trouve ça finalement assez cohérent. Ces inversions dialectiques. Voilà, donc en ce moment, l'Europe est en train de, on va dire, de sauter. On a on va dire, du néo-mussolinisme en Italie, et puis qui risque d'enclencher du néo-hitlérisme en Allemagne. Ce qui est assez drôle, c'est que nous, au même moment, avec Mélenchon, on aura Léon Blum, qui prouve qu'on est quand même toujours à la traîne et au tapin, pour qui comprend bien ce qu'était le Front populaire en réalité. C'était une réponse des loges et de la communauté de Lumière pour éviter que février 34 finisse par aboutir. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont une certaine culture. Voilà. Donc tout ça va nous ramener à la France. C'est qu'est-ce qui se passe en France pendant que ça bouge. Alors évidemment ça bouge aussi en Hongrie, mais on peut par contre, quand je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas comparer la France à la Hongrie, on peut déjà un peu plus comparer la France à l'Italie. C'est des pays qui ont beaucoup plus de points communs. La comparaison commence à devenir possible. Ça aussi c'est pour qu'est-ce que pensait le politique, c'est penser le pensable. Voilà. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Après le braquage qui a été fait par Macron et ce qu'il y a derrière Macron, Macron n'est rien, comme lui a expliqué Attali cet été avec la crise Benalla. On aura, j'espère, compris la métaphore. Une entreprise, une nation, un État, un chef d'État peut faire illusion, faire croire à sa force, son utilité, sa durabilité, jusqu'à ce qu'une épreuve de vérité vienne révéler la réalité de sa consistance, de son épaisseur. Cette épaisseur, d'une entité ou d'une personne, est fort difficile à prévoir, à deviner de l'extérieur. Et on est parfois fort surpris. On a connu des entreprises apparemment indestructibles disparaître en un instant. Il est rien, en réalité, il ne faut pas oublier. Et là, ils sont en train de s'en rendre compte qu'ils n'en ont plus vraiment besoin ou que ça ne va pas durer longtemps. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a eu la naïveté de penser qu'il était président de la France et qu'il y avait peut-être des marchés à conquérir dans la reconstruction de la Syrie. Et pour ça, il est allé prendre langue avec Poutine, ce qui était très, très, très logique pour un président français, mais il n'est pas un président de la France. Il est un président de l'oligarchie qui tient la France et qui maintient la France au tapin, parce que ça sera sans doute le dernier pays à tapiner quand toute l'Union européenne aura explosé. C'est à peu près ça notre destin, nous. Et c'est pour ça que ça pète toujours beaucoup plus fort en France. La France est le pays des révolutions à cause de ça, parce que c'est verrouillé jusqu'au bout. Donc ça, plus la manière dont il a géré la fête de la musique et l'équipe de France de football, où là on a vu que la dimension gay cocaïno-festive, qui n'avait rien à voir avec redonner un peu de faste à la fonction présidentielle. On était très loin de Poutine à Versailles. Il est en train de se faire briser les reins, et aussi parce que n'oubliez pas qu'il incarnait dans cette marche vers le mondialisme, non pas la tendance, on va dire, valse, c'est-à-dire la tendance égorgeur Daesh, mais la tendance enculade LGBT. J'avais bien dit qu'il y avait ces deux manières d'arriver à la domination terminale, c'était par la décadence des mœurs ou par la menace du choc de civilisation. C'est-à-dire l'égorgement daéshien et la sodomie LGBT de l'autre côté. Et lui incarnait quand même la voix douce. Et cette voix douce s'est remise en question aujourd'hui. C'est toujours très aléatoire. Et ça plus la Russie, il n'est plus en phase. Et surtout, ces maîtres qu'il avait amenés au pouvoir. Le problème, c'est que quand on exerce le pouvoir, ça me rappelle Giscard, il finit par croire qu'il l'a à cause des fastes de la République, et avoir des idées et des prétentions à une certaine autonomie. Ça donne « c'est moi le responsable, venez me chercher ». On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain.
Et là, je pense que l'oligarchie commence à se dire que Macron ne va pas aller très loin, déjà parce que sa cote de popularité s'est évidemment effondrée, et qu'il va falloir finalement retourner à ce qu'est la France, c'est-à-dire le bipartisme. La France n'a jamais été un pays de gouvernement au centre. Ça a été le mystère des voix centristes pendant des années. Ça a donné les radicaux de gauche, les radicaux valoisiens, l'espoir de Bayrou avec le MoDem. Et effectivement, si ça a marché avec Macron, c'est qu'il y avait une raison, c'était pour empêcher l'union des droites. C'était pour empêcher que le gagnant à la primaire à droite, notamment Fillon, ait une politique pro-russe et se rapproche dans la gestion de la France, notamment au niveau local, d'un Front National dédiabolisé par la bande à Collard, etc. Et c'est ça que nos maîtres ont voulu éviter à tout prix par un braquage de court terme qui s'appelait la macronerie, qu'on peut enlever un air et on voit où ça mène. Donc aujourd'hui, on est dans la recomposition bipartite, ça se voit, c'est-à-dire que la gauche va être reconstituée par Mélenchon. Et que bien sûr, j'ai le cœur plein de l'enthousiasme que serait une décision de votre part qui vous conduirait à bifurquer vos chemins pour les porter en jonction avec les nôtres. Que finisse cette longue solitude pour moi d'avoir été séparé de ma famille, intellectuelle et affective. Mes amis, vous me manquiez. C'est l'union de la gauche. Et la droite, la question c'est, les Républicains doivent reconstituer la droite sur l'effondrement du macronisme, puisque la nature politique a horreur du vide et la France est vraiment un pays gauche-droite. Et le problème c'est qui à droite ? Il n'y a personne, puisque Wauquiez n'y arrive pas, Pécresse éclat de rire, Fillon est reparti dans le privé, et Juppé sans la mort. Et puis en plus, bon, à la limite à Bordeaux, il est bien, c'est un peu c'est le destin de Chaban-Delmas, c'est Bordeaux mais pas plus, quoi. Et donc là, qui va revenir ? Même moi, je suis en train de me dire, n'oublie pas qu'en politique, on n'est jamais mort. La nature politique ayant hors du vide, par élimination, qui peut revenir à droite pour reprendre le flambeau à droite ? Quand on demande aux Français qui incarne le mieux la droite aujourd'hui, eh bien une majorité, 58% pour être précis, répond Nicolas Sarkozy. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, bien que le président Sarkozy ait quitté le pouvoir il y a 7 ans, c'est que chez les électeurs de droite, c'est toujours lui le champion. Regardez, ils sont 83%. Et malgré sa défaite lors de la primaire de la droite, il avait terminé 3e. Beaucoup de militants semblent le regretter. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on pense toujours à lui quand on pense aux Républicains. Quand on a un modèle, un mentor, et qu'il n'est plus là, et qu'on n'a pas de remplaçant, il nous manque. Engagé contre le cancer des enfants, acteur discret de la vie politique, Nicolas Sarkozy devra aussi affronter une bataille judiciaire. Dès jeudi prochain, la Cour d'appel de Paris doit décider si l'ancien président est renvoyé devant le tribunal pour l'affaire Big Mali. On va avoir à droite, à mon avis, Sarkozy qui revient. Il suffit qu'il soit blanchi là, lors des procès là, qui arrivent au bout. Il bénéficie déjà des meilleurs sondages et il peut redevenir le leader d'une droite qui devait prendre le pouvoir. Je vous rappelle, s'il n'y avait pas eu l'opération Macron, c'était son tour après Hollande. Donc, et puis lui, il piaffe, je veux dire, il veut revenir. Puis il a l'énergie surtout. Les réseaux, l'énergie, le savoir-faire. On peut quand même compter sur le côté insubmersible de Sarko. C'est pas la première fois qu'il meurt, Sarko. Il était parti une fois, il avait pris la tête des élections européennes, il avait fait, je crois, 14%. Avant, il avait trahi Chirac bêtement en suivant en baladure. C'est un mec qui a eu plusieurs vies déjà, comme les chats. Ils retombent sur leurs pattes et ils ont plusieurs vies. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, on vérifiera si j'ai presque toujours raison ou moins ou plus. J'ai l'impression qu'il y a une droite qui est en train de se reconstituer autour de Sarkozy et que là, l'union des droites va jouer enfin, c'est-à-dire le droit pour la droite traditionnelle face à ce qui se passe en Italie, de coopter une extrême droite. Avant, c'était interdit par ce qu'on appelle l'arc républicain, mais une extrême droite complètement fragilisée à la ramasse qui correspond au Front National ruiné, et surtout qui a été enfin convertie de force au sionisme intégral, n'oubliez pas. Car si chacun peut évidemment déplorer le nombre important de morts palestiniens, on ne peut pas ne pas constater qu'il y a un message là aussi de la part d'Israël, mais qui est un message clair: ils ne transigeront pas sur la sécurité de leurs frontières. Or, incontestablement, c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de la sécurité des frontières d'Israël.
Et de l'autre côté, pour passer de l'autre côté, effectivement, on a un Mélenchon qui incarne aujourd'hui la gauche, qui refait l'union de la gauche, et qui, si Macron s'effondre trop pour durer un peu, pourrait appeler dans un gouvernement de cohabitation, comme Premier ministre Mélenchon, ce qui mettrait Mélenchon dans la position de Jospin, c'est-à-dire sur les rails de la présidentielle. Il suffirait pour ça qu'il démissionne un peu avant et qu'il nous fasse le coup de Nicolas Hulot. J'ai pas pu travailler, j'ai pas pu faire du social comme je voulais. Après, en plus, il a la mairie de Marseille, il fait son discours, il fait don de sa personne à la France sur une estrade dans les quartiers nord de Marseille, et lui, il joue le candidat de gauche social pro-immigré, pendant que Sarkozy jouera le candidat de droite libéral anti-immigré, c'est-à-dire sioniste. Et puis l'autre fera semblant d'être pro-palestinien, il fait ça depuis 30 ans, ça va pas le gêner, il vient du Grand Orient. Hein. Voilà. Et on aura bien une bonne France à la con, qui retombera dans son bipartisme, et qui sera donc totalement immobile, ce que je veux dire, et bloqué intégralement, avec une victoire à droite sans doute, avec un libéral sioniste, et qui cachera son libéralisme économique, c'est-à-dire la continuation de ce que faisait déjà Macron, par une guerre à outrance à l'islam. Ça sert à ça, hein, l'anti-islamisme. Ça sert à cacher le néolibéralisme, quoi. Hein, c'est toujours pareil. La peur de Daesh sert à cacher que le pouvoir n'est pas à la Mecque. Hein, il est plutôt dans le camp d'en face. Voilà. Oui, je ne suis pas sûr qu'il les écrive lui-même, mais lui, il a le vent en poupe. Hein. Je veux dire, le national-sionisme, c'est lui le fer de lance. On s'est chopé, je crois, 30 ans de BHL pour nous expliquer ce qu'était la France et l'intelligence française. Ma thèse dans ce livre, c'est que les Juifs ont largement fait la France. Voilà, ils ont en grande partie fait la France. Et puis maintenant, je pense qu'on peut se choper 30 ans de leadership d'Éric Zemmour. L'important, c'est qu'on reste dans le petit théâtre et le petit guignol, où finalement, c'est toujours la même communauté qui règne. L'identité de la France, pour moi, c'est doublement Rome. C'est-à-dire Rome, le catholicisme, le Vatican, le catholicisme, c'est l'Église qui a fait le roi, qui a fait la France. Et Rome, parce que le génie français, c'est de refaire l'Empire romain. Et Zemmour, j'ai chopé un extrait de son bouquin là très court, je ne sais pas si on le mettra en post-prod. Il dit bien qu'il est d'accord que la France, même s'il ne croit pas en la résurrection du Christ ni en la virginité de Marie, la France est catholique, il l'admet, bon c'est très bien. On avait déjà Marc Bloch qui nous faisait le même numéro à l'époque. C'est bien que Zemmour nous autorise à croire, nous autorise à être encore catholiques, même des catholiques sans foi. Ça c'est bon, voilà. Et après il dit que la France est bien la conjonction. Alors c'est pour répondre sans doute d'ailleurs quand je dis que la France est helléno-chrétienne et pas judéo-chrétienne, il dit que c'est la conjonction de la philosophie grecque, du droit romain et de la morale juive. Alors j'y réfléchis, je dis qu'est-ce que c'est que cette morale juive, hein? Alors déjà il fait une espèce de triangle qui est en fait un faux triangle, parce qu'en fait la philosophie grecque et la loi romaine c'est le même monde, hein? C'est-à-dire c'est le prolongement du même monde, hein? C'est le monde gréco-romain. Et de l'autre côté la morale juive, j'y réfléchis, je vais vous dire exactement ce que c'est. C'est la double éthique masqué par les 10 commandements. Alors je rappelle bien que les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme c'est tu ne tueras point de juifs, il faut toujours rajouter de juifs. Hein. C'est un bréviaire de solidarité communautaire, ce n'est pas du tout universel. Il n'y a pas d'universalisme juif. Il y a une prétention à la domination juive universelle par un communautarisme et un tribalisme intégral. Hein. Il n'y a d'universel que l'universel grec de la raison, l'universel des droits de l'homme, l'universel chrétien, du Dieu d'amour universel, et l'universel même peut-être plus belliqueux, mais de Mahomet. Hein, voilà. Le Dieu juif n'est pas un Dieu universel, c'est le Dieu des Juifs qui soumet la terre entière. C'est un Dieu à 2 vitesses, qui d'ailleurs démarre, comme le dit Jean Solaire, d'une monolatrie. Pendant très longtemps, les Juifs ont été polythéistes, comme les peuples des environs. Mais c'est un polythéisme particulier, que j'appelle, après d'autres, la monolatrie. C'est le culte d'un Dieu, de préférence aux autres. Au départ, les Juifs ne prétendent pas qu'il n'y a qu'un Dieu, ils prétendent que leur Dieu à eux est supérieur aux autres et qu'ils doivent n'aimer que celui-là et mépriser les autres, ce qui est contraire au polythéisme grec et romain qui admet les dieux des autres et notamment les dieux des vaincus, qui agrège les dieux pour renforcer sa puissance, alors que là on est dans l'exclusivisme méprisant et haineux. À l'époque de Jésus, encore au 1er siècle de notre ère, le temple de Jérusalem était interdit aux non-juifs sous peine de mort.
C'est énorme. Ça veut dire que même lorsqu'ils étaient devenus monothéistes, qu'ils étaient persuadés qu'il n'y a qu'un Dieu, parce que c'est eux, les Juifs, qui l'ont affirmé les premiers comme un dogme, qu'il n'y a qu'un Dieu. Même alors, ils pensaient que ce Dieu-là, quoiqu'unique, était le Dieu des Juifs avant tout. Et leur religion, même monothéiste, devait être considérée comme un monopole, un privilège des Juifs. Le Dieu juif est un Dieu de haine, qui n'aime qu'un seul peuple, qui est le peuple juif, et encore en lui bottant le cul régulièrement parce qu'il ne respecte pas la loi. Hein. C'est-à-dire, c'est une relation qui ne peut gérer que beaucoup de névroses pour basculer dans le freudisme. Donc, que Zemmour n'essaye pas de nous enfumer avec cette triplette philosophie grecque, droit romain, bon, c'est-à-dire c'est le monde de la raison, et la morale juive. La morale juive, c'est la double éthique. Hein. C'est-à-dire que ce qui vaut pour les juifs ne vaut pas pour les autres. Car il est interdit de voler un goy. Mais, taout goy, s'il y a eu une erreur du goy, moutar, c'est permis. D'accord? C'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas le droit de voler un goy, mais s'il a fait une erreur, le goy, la banque s'est trompée, dis rien. Et ça s'étudie très bien dans le Talmud, qui est vraiment là la morale juive poussée jusqu'au bout par réaction justement à la proposition chrétienne qui, elle, par saint Augustin, puis après par saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, s'articule complètement avec la raison grecque. Hein, voilà. Donc nous sommes bien des helléno-chrétiens, monsieur Zemmour, c'est-à-dire qu'il y a la raison on va dire gréco-romaine, et il y a quelque chose de plus, c'est la charité chrétienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez Henri Vallon l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le souci de l'autre, l'amour, qui n'est pas dans la pensée gréco-romaine. Hein. Il suffit de regarder comment les Grecs avec Sparte et les Romains avec leur gestion de l'Empire considèrent les autres. Il y a quand même une dimension de violence et de non-compassion pour les autres, hein, qui est quand même la limite, je dirais, de l'empire, de cet empire-là. Et on voit bien qu'avec l'avènement du christianisme et du Christ, il y a l'amour, la raison et l'amour. La raison s'articule avec l'amour. Et la France, c'est fait de raison et d'amour. Ça s'appelle les humanités. Ça, c'est spécifiquement français. Hein. C'est la raison et la charité. Hein. C'est Socrate et le Christ. Le doute et l'amour. Hein, voilà. Et finalement, ce qui manque chez Zemmour, c'est ça. C'est la compassion, c'est la charité, c'est l'amour. Ce type-là, dans sa manière de regarder les pauvres, de penser la question sociale, de regarder les Palestiniens, est totalement dénué d'amour. Il y a un deuxième, là, où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout, ils n'ont pas de nationalité. Il est plein de calculs, plein de stratégies. Alors il prétend être pessimiste, parce qu'effectivement il prétend qu'il est pessimiste et nostalgique. Mais voilà, je dis bien à Zemmour, tu n'es pas français, à mon avis, car il te manque pour être français la charité chrétienne, il te manque le Christ. Et d'ailleurs, si tu étais pleinement français, tu serais converti au catholicisme, ce que tu ne veux pas faire. Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là vraiment ça m'intéresse pas. Zemmour est un type très intelligent, c'est d'ailleurs par ailleurs en tant qu'individu un camarade, mais en tant qu'être membre de ce qu'on appelle l'être collectif juif, mon pire ennemi. Alain Soral est un type très intelligent, qui a compris qu'il avait un public dans les banlieues, et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce public, avec son discours antisémite. Il faut bien comprendre qu'il chez ces gens-là, il y a une duplicité totale, hein, que d'autres n'ont pas compris. J'en parlais avec Jean-Marie Le Pen récemment, et on parlait de ces questions, il disait « Comprenez ce que c'est que la notion d'être collectif ».
Vous pouvez le comprendre à travers la bourgeoisie. La bourgeoisie est une classe et qui n'est pas l'addition des bourgeois. Le prolétariat est une classe qui n'est pas l'addition des travailleurs. Il y a des êtres collectifs et on nous empêche de penser en êtres collectifs. Tous les phénomènes historiques lourds sont menés par des êtres collectifs. Hein, voilà. Et le juif est un être collectif. Et moi, j'ai des amis juifs en tant qu'individus, mais je sais qu'en tant qu'individu appartenant à un être collectif, ils sont à la fois mes amis en tant qu'individus et mes pires ennemis en tant que membres de l'être collectif. Et Zemmour, c'est exactement ça. C'est mon camarade individuellement, mais c'est mon ennemi que je combats en tant que membre de ce collectif, auquel il appartient pleinement, parce que Gilad Atzmon, lui, y a échappé, c'est évident, parce que je juge les gens sur les actes. Zemmour y appartient totalement. C'est aujourd'hui le fer de lance du national-sionisme. Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à son tour le modèle d'Israël. Mais leur temporalité se désaccorde. Israël est aujourd'hui la nation que la France s'interdit d'être, la nation farouche, sûre d'elle-même et dominatrice, pour qui la guerre est la continuation naturelle de la politique, pour qui la gloire des armes est une forme suprême d'art. Tsahal renoue avec l'enthousiasme des soldats de l'an 2, et l'audace de ses jeunes officiers rappelle celle des généraux des armées du Rhin ou d'Italie. Sans le nationalisme juif, la France s'abîme dans la sortie de l'histoire d'une nation millénaire, dépossédée de son État, de son passé, de ses racines, de son territoire même. Éric Zemmour, Destin français. Et tous avaient d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Oui, alors après le macro, on arrive au micro. Après la théorie, on arrive à la pratique. Pourquoi parler de cette petite affaire, de cette nouvelle librairie ? Parce qu'en fait, elle symbolise, elle concrétise tout ce dont j'ai parlé avant. On va revenir en arrière. Il y avait à Paris une librairie, on va dire, de troisième voie, atypique, qui s'appelait la librairie Facta, qui était tenue par un jeune libraire qui s'appelle toujours Vincent, et dont le fondateur était Feu Emmanuel Ratier, dont la perte se sent aujourd'hui encore plus grandement qu'hier. Donc Ratier, que j'ai connu grâce à Frédéric Chatillon, et que j'ai connu en même temps qu'Alain de Benoît, c'était pas du tout les mêmes personnages, mais chacun avait des très grandes qualités. La qualité de Benoît, c'est la qualité d'une bibliothèque vivante qui connaît à la fois tout de la gauche et tout de la droite, ce qui d'ailleurs n'a jamais produit de pensée spécifique, mais en tout cas c'est une énorme bibliothèque vivante. C'est d'ailleurs lui qui a la plus grosse bibliothèque privée de France, je crois. Et de l'autre côté, il y avait Ratier qui était un diplomate, quelqu'un qui ne fermait jamais la porte et qui essayait toujours de faire du lien. C'est comme ça qu'on pouvait à un moment donné discuter, cousin de Benoît, Soral, il faisait de la main tendue, de l'ouverture. Et à un moment donné, d'ailleurs, on était très amis. Je rappelle d'ailleurs que la librairie Facta faisait, dans le livre 9, 80% de son chiffre d'affaires avec Contre-Culture. Il faut faire la queue. Oui, donc 25. Il y a du monde là dans la rue ? Ouais, beaucoup. Ouais. Malgré la pluie. Nous avons travaillé la main dans la main avec Ratier, et d'ailleurs à la fin on travaillait avec lui. C'est Égalité-Réconciliation qui a physiquement transporté les archives du Vexin, hein, c'est-à-dire c'est mes petits arabes et mes petits noirs dont j'ai bien entendu que Bousquet ne voulait pas dans sa librairie, parce que ça a été dit, je ne veux pas des nègres et des arabes de Soral. Moi ce qu'il faut oublier, c'est que mes nègres et mes arabes lisent des livres et ils sont tous nationaux révolutionnaires, hein. C'est pas des crétins comme ceux qui jouent au pimp blanc derrière Papacito et de Ring qui trônent à la librairie. Vous pourrez vérifier. Hein. À la librairie, vous avez Élément et Ring qui trônent, ce qui est quand même un attelage qui me fait de la peine quand je pense à de Benoît. Mais je pense que malheureusement, il n'y est pas pour grand-chose. Donc, nous pensions que cette nouvelle librairie, là, qui s'appelle La Nouvelle Librairie, allait être la continuation de Facta. C'est comme ça qu'on nous l'avait vendu, on était tout à fait contents. Et puis petit à petit, c'est passé à autre chose. D'ailleurs, les gens qui avaient monté le projet au départ, en accord avec la famille de Ratier, c'est-à-dire sa veuve et ses filles, sont aujourd'hui sortis du projet. Hein. Petit à petit, le projet a été trahi. Donc a été trahi Ratier et sa mémoire, et a été trahi le libraire Vincent qui a été viré. Ils ont poussé Vincent à démissionner de son CDI en disant qu'ils allaient le réengager, pour lui faire le boulot au départ et puis même prétendre qu'il y avait une continuité, et ils l'ont viré comme un malpropre.
Aujourd'hui, il est au chômage, hein. Il n'est pas dans la librairie. Et il a été donc trahi. Et à travers lui, ratié. C'est pas moi qui fais parler les morts, hein. Pour ceux qui veulent poser la question à Vincent, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et cette librairie n'est plus du tout la librairie Facta. C'est une librairie dont le gérant est le fameux Bousquet, là, qui est aussi rédacteur en chef d'Éléments et qui doit faire ses petites combines pendant que, effectivement, De Benoît est en train de lâcher progressivement pour des raisons de fatigue, d'âge et peut-être de maladie. Je ne sais pas trop parce que je le fréquente plus depuis un moment. On nous a volontairement éloignés aussi. Et je découvre que dans cette librairie, en fait, le but est de faire une librairie de droite non diabolisée. Et on voit bien que c'est pas moi qui ai déclaré la guerre. Bousquet a donné une interview à l'Express de Drahi où il dit il n'y aura pas de Soral et de Forisson chez nous. On n'en veut pas. Voilà. Je prends note qu'ils n'en veulent pas. Alors par contre, il m'avait quand même, parce que j'avais fait une petite réunion avec les gens, je parle avec les chefs, je parle avec celui qui a permis que ça existe, celui qui est au-dessus, que je nommerai pas par respect, puisqu'en général il n'aime pas trop se montrer. Et lui m'a dit, Alain, il n'est pas question qu'il ne te passe pas une commande. Et la veille de la réunion qu'on devait avoir physique, puisque on s'était pas parlé par SMS, effectivement, le libraire, je ne sais pas qui c'est, puisque c'est plus Vincent, m'a passé une commande de 400 € en me demandant 50% de réduction, c'est-à-dire d'une trentaine de livres. Ce qui veut dire en gros, on te fait fermer ta gueule et on te met toi aussi au tapin pour 400 €. Donc j'ai répondu, il n'est pas question que j'accepte ces miettes, moi, et ce crachat, pour que vous puissiez dire après, Soral se plaint, il est là. Non, c'est pas comme ça. Moi, quand je vois la librairie, je vois Éléments et Ring partout. C'est ça que je vois trôner, quoi. Hein, voilà. Donc cette librairie, aujourd'hui, est une librairie on va dire national-sioniste, hein, c'est clair, qui fait partie de l'attelage qui est en train de mis en place avec l'école de Marion Maréchal Le Pen, avec le travail de Valeurs Actuelles et partiellement de TV Liberté, pour rendre possible, de façon gramscienne, parce qu'ils aiment bien ce terme, l'union des droites, hein, c'est-à-dire c'est l'extrême droite au service de la droite traditionnelle. Et en fait, si je regarde au bout, je me dis que tout ça, c'est fait en fait pour rallier Sarkozy et aider Sarkozy à reprendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que je me suis éloigné de ce projet. C'est une trahison de Ratier, c'est une trahison de la ligne que je défends moi, qui a à voir avec l'historique de cette librairie. Car je rappelle, cette librairie était la librairie de l'Action française, qui d'ailleurs est en train de subir le même éclatement en ce moment avec Blanchonnet qui a pris parti pour Papacito contre moi récemment, et ils sont tous en train de passer au national-sionisme, à l'Action française aussi en ce moment, pour aller au tapin, et ça fait gueuler certains types à l'Action française. Donc en ce moment, tout, on va dire, ce que nos ennemis appellent l'extrême droite est en train d'être scindé en deux, entre ceux qui veulent aller au tapin via le national-sionisme et ceux qui ne veulent pas y aller. Hein, voilà, c'est-à-dire ceux qui s'extasient sur Zemmour et ceux qui pensent qu'il faut peut-être garder un peu de réserve, et puis ceux qui pensent que on va peut-être pas faire tout ce travail de métapolitique gramscienne pour ramener Sarkozy au pouvoir. Hein, voilà. Donc je rappelle que cette librairie était la librairie de Georges Valois, et que Georges Valois, c'est le cercle Proudhon, c'est le faisceau, et d'ailleurs il est mort, lui, en déportation, je crois, à Bergen-Belsen. Et Valois, si on regarde sa trajectoire, sa personne, c'est vraiment, on va dire, l'extrême droite sociale, c'est vraiment la troisième voie, et c'est égalité et réconciliation. Hein. C'est pas du tout ce qu'est en train de faire Bousquet en ce moment, qui est d'accoler Éléments, c'est-à-dire des vieux pagano-européens de 80 ans qui planent, à Ring de Kersan, en pensant que la virilité white trash, c'est on va bien dire Marceau, un gay cuir, Papacito, un pimp blanc marié à une Congolaise qui vient de se vanter fièrement d'avoir eu 350 invités à son mariage coutumier congolais. J'ai rien contre d'ailleurs, mais je veux dire, ça c'est pas l'extrême droite blanche qui permet à Bousquet de dire qu'il veut pas des nègres et des arabes de Soral. C'est du tapin stupide. Donc c'est pas inutile de parler de cette librairie, parce que là on voit bien effectivement qu'elle synthétise toute la trahison, les calculs foireux, et aussi l'arrogance du petit Bousquet qui m'a comparé d'ailleurs à un national-bolchevique du monde à Rome. C'est assez explicite de ce qu'il a derrière la tête, parce que national-bolchevique, c'est sans doute ce que je suis, oui, bien sûr, je suis un nationaliste social, moi, pas
Parce que sinon, les nationalistes bourgeois, on sait que c'est le tapin. Enfin, on ne peut pas être bourgeois et nationaliste d'une certaine manière. Hein. Quand on est bourgeois, on est mondialiste. Hein. Il y a une logique économique. Il faudrait quand même lire un peu Marx pour comprendre. Et puis Mondarom, j'ai compris parce que c'était Bourdin, il y avait une secte, et il y avait les femmes derrière. Voilà. Et je pense que je vois le petit Bousquet, il se dit on va faire des petits vernissages, des petites signatures à cette petite librairie, et j'ai peut-être enfin pouvoir avoir une petite existence mondaine. Et voici le propriétaire des lieux. On est déjà copains. Ok, super. Dites-moi, monsieur Bousquet, il y a beaucoup de policiers devant votre librairie. C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas des journalistes. Hein. Vous êtes des clowns. Vous avez un nez de clown. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Et c'est vrai que pour un type qui est un porte-coton depuis des années et qui n'a pas de vie, de vie mondaine, ces gens-là ne voient pas plus loin que les miettes qu'ils vont pouvoir ramasser. C'est-à-dire ils ne sont pas en train d'aller au pouvoir. Hein. Ils sont en train d'aller au tapin pour une coupe de champagne, le sourire d'une gonzesse un peu moins moche que celle qu'ils doivent se taper. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Par rapport à eux, je suis effectivement une sorte de Bourdin d'un Mondarom, national-bolchevique. Et je pense que c'est de là que viennent toutes les jalousies quand on creuse. Hein. Moi, ce que je rappelle, c'est que les idées, c'est un truc de gauche, fondamentalement. Hein, de toute façon, quand on est dans le combat d'idées, on est déjà sur le terrain de l'adversaire. Les idées, c'est les encyclopédistes contre la scolastique, c'est les droits de l'homme contre la loi naturelle, et si on remonte encore plus récemment sur ce qui les fascine, qu'on prend la figure de l'intellectuel, c'est quelque chose qui a été créé au moment de l'affaire Dreyfus, et ça donnait le J'accuse de Zola. C'est-à-dire que les idées, c'est de gauche parce que c'est du blabla, pour essayer de marquer des points quand on n'a pas les couilles et qu'on n'a pas la virilité. Et ce qui manque à la droite, c'est pas les idées. Hein. Les idées, c'est un truc de gauche, c'est un truc d'enfumeur. Hein. C'est à la limite les rois des idées, on sait qui c'est. Hein. Donc ce qui leur manque, c'est les couilles. Et je dis à Bousquet, si tu veux faire une reconquête de droite, c'est pas une librairie qu'il faut que tu montes, c'est que tu montes une salle de sport. Et puis même un bistrot à côté, tu vois, c'est ce qui donne envie, les moyens d'y aller et envie d'y aller. Hein, voilà. Donc là, on voit bien aussi les types qui sont pris au piège de l'intellectualisme. Moi, je ne prétends pas être un intellectuel. J'ai les moyens de l'être, mais je sais que c'est un piège. Je me sens plus proche d'un moine soldat ou de ce genre de figures qui peuvent se rapprocher de Mishima, même de Pasolini, hein, si on va aller chercher des exemples de gauche. L'intellectuel, je vais conclure par cette très belle phrase qui sera dédicacée à Bousquet, ce n'est jamais qu'un bourgeois dans le commerce des idées. Voilà ce qu'est un intellectuel. Et je ne suis pas un intellectuel. Et j'ai d'ailleurs souvent reproché, même à de Benoît, de vouloir en être un et d'être encore piégé dans cette catégorie qui empêche l'homme total, qui est quand même le but, je dirais, du vrai mec de droite au sens évolien du terme. Si on va chercher au-delà de la droite qui s'oppose à la gauche, parce que aussi ça c'est insupportable. Les mecs qui veulent être de droite pour pas être de gauche, je n'ai rien à foutre de tout ça. Je ne me pose pas la question de savoir si je suis de gauche ou de droite. Oui, alors là, on va monter d'un niveau et là, on va montrer que Soral est capable de produire du concept, hein, de la pensée, quoi. J'ai réfléchi à ce qui se passe avec les migrants et je vois que c'est ce que j'appelle la troisième phase de colonisation. La première phase, c'était la conquête des âmes par la civilisation, de faire admettre aux populations africaines qu'elles nous étaient inférieures en s'appuyant notamment sur ce qu'on appelle la civilisation technicienne, ce qui était une évidence, puisque en fait, dans un premier temps, je rappelle que les Africains ont été émerveillés par la magie que représentait la technicité occidentale. Le couteau! Le couteau! La cartouche! La cartouche! Le fusil! Le fusil! Regardez, celui-là est noir! Il est noir! Mais s'il croit dans le dieu des blancs! Mais là, il est chez moi! Mais où on t'a tout pour le là?
Il ne faut pas l'oublier. C'est dans Tintin au Congo, c'est dans Aziza de Nyamkoko, pour ceux qui sont capables de relire ce merveilleux livre que je conseille à tous et qui me fait penser au pendant, je dirais, littéraire d'un Lugan, que je salue au passage d'ailleurs. Cette première phase de colonisation, par la conquête des âmes et la soumission territoriale, correspond à ce qu'on a appelé la colonisation. Parallèlement à l'œuvre administrative qu'ils précédèrent souvent, les missionnaires collaborent à répandre la civilisation. Leur apostolat les a menés où personne n'osait aller. Ils prodiguent les soins sans répugnance, pansent toutes les plaies. Les missionnaires ont fondé des écoles et font aimer à leurs élèves le nom de la patrie. A suivi ce qu'on a appelé la décolonisation, dont Jacques Marseille nous a bien fait comprendre qu'en fait, la colonisation n'avait pas été rentable pour les États, mais n'avait été rentable que pour des groupes d'individus. La mise en valeur des colonies devait se faire par le capital privé. Or, dès avant 1914, le capital privé se détourne de l'Afrique. Sauf quelques secteurs très limités, qui vont être les phosphates au Maroc, ou deux, trois secteurs totalement limités, mais qui sont totalement marginaux. Car le capital privé se rend compte que pour retirer de l'argent d'Afrique, il faut faire des investissements considérables en infrastructures. Il faut faire des ports, il faut faire des routes, il faut faire des voies ferrées, il faut installer des cliniques, des hôpitaux, il faut tout faire. Ouais. Or, le capital privé se dit, non, ces investissements à 30 ou 40 ans, ça ne nous intéresse pas. Ce qui fait que l'État français se trouve à la tête d'un empire considérable, avec des populations qui doivent être, entre guillemets, développées. Le capital privé ne fait pas son travail, donc l'État se substitue. L'État, c'est-à-dire les impôts de nos grands-parents. Et dès les années 1930, le patronat fait des rapports en disant mais il faut décoloniser, car nous sommes en train de nous ruiner. Parce que le patronat français a des additions. Il voit bien que ça ne peut pas durer. Mais si on a fait la décolonisation, c'est aussi parce qu'il y avait une montée, effectivement, de désir d'indépendance et de souverainisme des peuples colonisés, puisque quand on leur vend les droits de l'homme, finalement, ils finissent par y adhérer et veulent être une nation souveraine. Donc ça, c'est la dialectique de l'histoire. L'Algérie s'est faite par la colonisation française, évidemment. Cette unité s'est faite contre. De même d'ailleurs que l'unité espagnole, si un jour on parle de la Reconquista, s'est faite par l'occupation musulmane. Avant, il n'y avait pas d'Espagne. C'est l'occupation musulmane qui a produit la réconciliation espagnole et donc la nation espagnole. De même d'ailleurs qu'il n'y a pas de nation allemande ou italienne sans les conquêtes napoléoniennes et la Révolution française contre ces pays qui sont des monarchies ou des alliances de princes. C'est la dialectique de l'histoire. Et donc, il y a la deuxième phase qui s'appelle la décolonisation. Et la décolonisation, c'est flatter les égaux, en disant par exemple que le djembé c'est l'équivalent du Steinway grand queue, et donc là c'est tout le discours et aussi l'ethnologie aussi, parce qu'à un moment on s'est mis à s'intéresser à ces peuples qu'on pensait totalement primitifs, et on a vu que derrière il y avait une économie symbolique, une richesse culturelle. Quelle musique berçait cette petite princesse, cette petite orange mûrie dans les caves du Bénin? Quel culte présidait cette petite république de la nuit? Nous n'en savons rien. Ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l'histoire. Contemporains de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, ils nous sont plus inconnus que Sumer et Babylone. Et c'est à juste titre que le noir y puise l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Nos ancêtres peuvent se regarder en face sans baisser leurs yeux vides. Et les Français ont été très pionniers là-dedans, ça s'appelle l'art nègre, ça s'appelle l'ethnologie, et d'un seul coup, on est passé du mépris des primitifs au nom de la civilisation à s'intéresser à et à découvrir des fonctionnements sociaux, des mécanismes symboliques d'une grande richesse et d'une grande complexité, le travail de Lévi-Strauss, etc. Voici qu'arrive le danseur. Après avoir fait un cercle magique avec une pincée de terre, il fait signe aux musiciens de s'approcher de lui. À la main le sabre dont la poignée représente une tête de vautour pour rappeler que son ancêtre Si savait voler comme un vautour. C'est avec ce sabre qu'il va se livrer à ce duel douteux avec le mal. La décolonisation, c'est flatter les êtres et les corrompre. Et là, on s'est rendu compte encore que c'était plus rentable que la colonisation, mais que c'était coûté encore très cher parce que c'est la famille Bongo, c'est-à-dire qu'il faut arroser en permanence des élites traîtres à leur peuple, mais qui coûtent très cher parce que ça va jusqu'au sacre de Bokassa. Sa Majesté,
Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Et quand, en 1977, le président Bokassa, jaloux de Napoléon, décide de devenir empereur, c'est la France du président Giscard d'Estaing qui paie la facture, d'un montant égal au quart du budget de la Centrafrique. C'est-à-dire que de corrompre les êtres de la décolonisation, puisque c'est la France-Afrique, ça coûte très cher encore, et qu'on veut que ça coûte moins cher. Et puis surtout, il y a des Sankara, il y a des Kadhafi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se révoltent quand même contre cette deuxième colonisation plus discrète et plus subtile, et c'est toujours compliqué à gérer, parce qu'il faut gérer, avant il fallait gérer par, on va dire, la conquête des âmes, après par la corruption des êtres, et donc on arrive à la troisième phase de la colonisation, qui est celle dans laquelle on est rentré aujourd'hui, qui est géniale de perversité, parce qu'en fait elle a une double fonction, c'est qu'on a compris aujourd'hui que la Terre, l'endroit où il y a les réserves de richesses inexplorées, notamment dans le sous-sol, c'est l'Afrique. Parce que c'est le dernier continent qui n'a pas encore été en fait conquis par on va dire l'arasement technicien, hein. Et que malheureusement, ce qui est gênant en Afrique, c'est les Africains. Et donc le mieux, c'est de vider l'Afrique des gens qui pourraient empêcher qu'on exploite le sous-sol, et les vider de quoi? De ceux qu'il faut engraisser ou qui pourraient résister ou se battre, c'est-à-dire les mâles en âge de se battre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu cette troisième colonisation qui se met en place, et qui à un moment donné a été pensée pas mal du côté de Tel Aviv et de Jérusalem, puisque je rappelle que pour que cette troisième colonisation par le vide s'effectue, c'est-à-dire qu'on vire les types qui pourraient gêner, notamment au Soudan, l'exploitation du sous-sol, et pour que ça passe pour que ça monte en Europe, il faut plus que ça passe que ça aille vers Israël par le désert du Sinaï, hein, là je parle de Soudan et Érythrée, mais que ça passe par la Libye. Et pour ça, il fallait d'abord assassiner Kadhafi. Et je rappelle que Kadhafi a été assassiné sur ordre de Bernard-Henri Lévy, exécuté par Sarkozy. Et je rappelle il me semble que le petit Zemmour a appelé à voter Sarkozy, n'a jamais appelé à voter Front National, par exemple. Et quand même, c'est un bourgeois du Figaro sarkozyste, hein, l'air de rien, il retombe toujours sur ses pattes, lui aussi. Hein. Voilà. Donc, cette troisième colonisation, c'est vider l'Afrique des types qui pourraient s'opposer à cette troisième colonisation, la plus rentable finalement, celle des multinationales qui extraient les richesses du sous-sol. Et en plus, ces migrants, on les vire d'Afrique et on les met en Europe, dans cette Europe en crise, ce qui dans un premier temps fournit du métissage, ce qui est plus que le grand remplacement, c'est le grand métissage. Ça fait baisser la capacité de résistance des peuples blancs d'Europe à ceux qui nous dirigent, et ça empêche à court terme la résistance sociale par la racialisation des luttes, c'est-à-dire blanc contre noir, noir contre blanc, et en mettant au cœur du problème le problème de l'islam. Hein, alors qu'effectivement, il y a un problème, évidemment un problème dramatique des migrants, qui est voulu par Soros, et à mon avis, on ne s'en sortira pas par Golnadel, hein, mais il y a aussi ce problème profond, c'est qui veut ça, qui met ça en place, et puis derrière, qu'est-ce que ça cache? Et ça cache quand même le problème aussi fondamental, la destruction de l'État-providence français, la logique de la dette, c'est la même chose, hein, et comment dirais-je, produire une politique sérieuse et mener un combat politique sérieux, qui est en train d'être mené d'ailleurs en Italie. En Italie, il y a la double articulation, lutte contre les migrants, mais aussi échapper à la domination de la franc-maçonnerie, échapper à la dette en essayant de retourner à la lyre. Et c'est ces deux combats qu'il faut mener. Alors qu'en France, on nous cache en fait le retour de la droite, et de la droite libérale, néolibérale, qui continuera la mise au tapin de la France à la domination anglo-saxonne et au pouvoir de Wall Street, par une pseudo-guerre raciale, parce que je ne crois même pas qu'il y aura de guerre civile. Il y a un climat de guerre civile avec des escarmouches qui vont être organisées, pour en fait empêcher le vrai combat sérieux. Sur les images, un remake de la célèbre scène du film American History X. L'homme blanc est contraint de mordre un trottoir. Sa tête est écrasée d'un coup de pied sur le crâne. Un appel au meurtre raciste, abject et d'une violence inouïe selon la LICRA, rejointe par la classe politique. Climat de guerre civile pour finalement que la droite d'affaires continue à régner sur la peur du migrant. Et je vous garantis que cette droite d'affaires qui la joue nationale sioniste, elle a absolument besoin du migrant pour continuer à nous faire juter les intérêts de la dette. Là, je suis allé jusqu'au bout de la logique. Et c'est ça le coup de génie diabolique de cette troisième colonisation. Ça nuit à l'Afrique,
puisque ça la met au tapin complet, ça empêche son développement et ça la soumet aux prédateurs du sous-sol. Ça génère aussi des guerres civiles, soi-disant interreligieuses, comme au Soudan. Hein. Ça se fait toujours au nom de l'islam et de la chrétienté. C'est à la fois la domination de l'Afrique et la destruction de l'Europe blanche. Mais c'est aussi, à travers la destruction de l'Europe blanche, la destruction de l'intelligence blanche, c'est-à-dire de tous nos... de Montesquieu, de Montesquieu à Carl Schmitt. Hein. Ça nous empêche de penser. Oui, alors ça c'est un sujet aussi où là il y a du concept, c'est de comprendre qu'aujourd'hui il y a 3 acteurs dominants dans le monde, on n'en fait plus partie, hein. C'est les États-Unis, la Russie et la Chine. Hein. Et après comprendre ce qui se joue et notamment comprendre la politique de Trump, qu'on a l'impression qu'elle est un peu délirante, mais en fait qu'elle a une vraie vision profonde. Trump a compris que s'il continue à mener une guerre contre la Russie, il poussait la Russie à s'allier de plus en plus avec la Chine. Et que la puissance économique chinoise alliée à la puissance militaire russe, les Américains ne peuvent que perdre ce combat. Et l'intelligence stratégique de Trump, qui est à mon avis tout sauf un imbécile et qui est un grand politique qui malheureusement a très peu de pouvoir et essaye quand même de gagner une partie avec une paire de deux, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Poutine qui lui a, je dirais, au moins un brelandas dans son jeu, c'est que Trump se dit qu'il faut absolument qu'il passe un pacte de collaboration, c'est-à-dire gagnant-gagnant avec la Russie, pour décoller la Russie de la Chine, parce que si, comme le font les néocons américains, c'est-à-dire en fait les Israéliens, pour employer la phrase du père Bush, hein, qui avait bien dit, vous voulez que je vous donne la définition de néoconservateur en un mot, Israël. Hein, c'est une phrase de père Bush à son fils. Donc Trump a bien compris que si on veut éviter le tandem infernal russo-chinois qui est imposé à la Russie s'est alliée à la Chine à cause des sanctions et de la violence que fait peser à travers l'OTAN et les sanctions l'empire logé en Amérique sur la Russie. Et Trump, le message que dit Trump en gros, c'est il faut absolument arrêter d'emmerder Poutine, car nous sommes finalement le monde blanc chrétien qui pouvons avoir un partenariat parfaitement fonctionnel et enrichissant pour les deux. As president, I cannot make decisions on foreign policy in a futile effort to appease partisan critics or the media or Democrats who want to do nothing but resist and obstruct. Constructive dialogue between the United States and Russia affords the opportunity to open new pathways toward peace and stability in our world. I would rather take a political risk in pursuit of peace than to risk peace in pursuit of politics. As president, I will always put what is best for America and what is best for the American people. Les Russes et les Américains ont tout intérêt en fait à travailler ensemble, de même d'ailleurs que les Français et les Allemands ont tout intérêt à travailler avec les Russes. Il est étrange qu'on nous empêche de travailler avec les Russes, alors que je dirais même sur le plan du capitalisme bien compris, capitalisme entrepreneurial productif, normalement les Américains, les Russes, les Français et les Allemands devraient travailler selon la loi main dans la main selon la loi du marché. Pourquoi ces sanctions contre la Russie? Pourquoi l'interdiction de se tourner vers les Russes pour les Français et les Allemands de force, etc. Qui empêche ça? Wall Street, clairement. C'est-à-dire ceux qui ont détruit, d'ailleurs, je rappelle, dans les années 80, à l'époque de Reagan et à l'époque du film Wall Street, qui ont détruit l'Amérique industrielle en transférant pour des profits immédiats financiers toute l'industrie américaine en Chine. During the end of the Reagan years, I made my first movie about what had happened to the country, and specifically to my hometown of Flint, Michigan, the birthplace of General Motors. GM was posting profits of over $4 billion, while at the same time eliminating tens of thousands of jobs. I went to see GM's chief lobbyist in Flint, Mr. Tom Kay, to ask him why this was happening. General Motors wouldn't be doing anybody any service if it goes bankrupt. It has to do what it has to do in order to stay competitive in today's economic climate. Even if that means eliminating 18,000 jobs. Even if it means eliminating 20,000 jobs. Or 30,000? Whatever. How about all the jobs here in Flint? It could feasibly happen. And it did. Nearly all the jobs were eliminated, and GM went bankrupt.
C'est en fait le capitalisme financier prédateur et parasite hautement marqué communautairement de Wall Street qui a détruit la puissance américaine industrielle et qui a fait donc aussi la pauvreté des travailleurs américains. Et c'est pour ça que Trump est parfaitement légitime et qu'il a été élu. And I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the United States economy grew at the amazing rate of 4.1%. We have added 3.7 million new jobs since the election. New unemployment claims have recently achieved their lowest level in almost half a century. The African American unemployment rate has achieved the lowest level in recorded history. Il est le candidat et le sauveur de l'Amérique industrielle productive et donc des travailleurs américains. Et son ennemi évident est le capitalisme financier qui a produit tout ce déplacement de richesse et de puissance vers la Chine pour des profits financiers immédiats. Et cette caste, c'est la caste de Wall Street, et elle est très marquée communautairement, il n'y a pas de problème, on sait qui c'est. Et c'est pour masquer ça, c'est pour masquer ce combat je dirais de Trump, qui, comme le dit bien Bernard Lévy, est structurellement antisémite, que Trump en fait des tonnes sur son sionisme et sur Jérusalem, parce qu'en fait, il est un antisémite structural, puisqu'en fait, il combat la finance parasite. Vous le soupçonnez d'être antisémite? Je ne dis pas antisémite, mais je pense en effet que c'est un faux ami lorsqu'il se dit un État d'Israël, lorsqu'il se dit ami d'Israël, je pense que c'est le type même de faux ami dont les Juifs américains devraient se méfier. Donc, en réalité, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui veulent échapper à la guerre mondiale et relancer les échanges commerciaux bilatéraux et trilatéraux avec Trump et Poutine qui essayent de se remettre à travailler ensemble, et des gens qui veulent la Troisième Guerre mondiale, parce que si jamais cette réconciliation s'opère, qui refera la richesse des peuples, l'indépendance des nations, ça fera descendre au fond du trou ces éternels parasites, effectivement, qui aujourd'hui veulent la Troisième Guerre mondiale, qui, je le rappelle, serait une guerre de Gog et Magog qui commencerait en Syrie, c'est pour ça qu'ils lâchent rien sur la Syrie, et qui amènerait la confrontation directe de l'armée américaine et de l'armée russe, c'est-à-dire des grands peuples blancs chrétiens. Car je le rappelle que si on écoute bien les discours des rabbins que je mets en ligne en ce moment, ces gens-là travaillent bien à la destruction du 4e empire, c'est-à-dire à ce qu'ils appellent Édon, ce qu'ils appellent Rome, c'est-à-dire le monde chrétien, par la mise à mort, ce qu'ils appellent aussi le fameux combat des coqs et la victoire terminale du petit coq, la mise à mort en fait des grands peuples blancs chrétiens. À la fin des temps, tout le monde verra son compte réglé. De grandes hécatombes se prépareront dans le pays d'Édom, Rome. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tzion. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors, je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Donc là, on voit bien que mon analyse, on va dire marxienne, rejoint totalement l'eschatologie et l'eschatologie rabbinique. Je le rappelle encore une fois. C'est là qu'on voit qu'on mène quand même les bons combats et que l'Empire sait bien à quel ennemi est dangereux et quel ennemi il faut détruire. On se fait virer progressivement de partout, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin, de recourir au procès, même si j'en ai en permanence, et la loi. Aujourd'hui, on vous condamne à la mort économique par des décisions unilatérales prises par des décisionnaires occultes qui sont en fait les structures de la finance, on va dire les structures de la monnaie virtuelle. Aujourd'hui, on empêche les gens de nous donner l'argent qu'ils veulent nous donner parce qu'on était obligé de passer par un intermédiaire qui s'appelait PayPal. Si c'est pas lui, c'est un autre, et qui décide à un moment donné de nous couper la médiation qu'ils faisaient entre les donateurs et nous, parce qu'on ne respecte pas leur charte éthique. Et leur charte éthique, c'est quoi? L'incitation à la haine. On voit très bien où ça mène. Inspecteur Branlot, il ne vous arrive jamais de douter?
Non. Et donc aujourd'hui, nous sommes persécutés par ce truc orwellien et qui parle bien de la dictature de demain. C'est que exactement comme par le système bancaire, on décide de geler les avoirs de pays entiers et de voler par exemple les fonds souverains de la Libye, parce que cet argent est dans un système bancaire mondialisé qui n'est pas multipolaire, c'est SWIFT. Au niveau des États, on vous gèle vos avoirs et on les transfère soi-disant au pouvoir qu'on estime légitime, c'est-à-dire qu'on vous braque. La banque vous braque, et nous, à notre niveau, on nous empêche, le système bancaire empêche les gens de nous donner l'argent qu'ils veulent nous donner pour nous soutenir. Hein, vous voyez, c'est ça. Donc on est viré de PayPal, on se dit, bon, on va voir autre chose, on met en place Stripe, ce qui nous fait déjà perdre 40 000 €, et en 48 heures, Stripe nous vire pour les mêmes raisons, qu'on ne respecte pas l'alinéa 7B de leur charte éthique, effectivement, qu'on inciterait à la haine, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment le signe, effectivement, qu'on mène un combat sérieux et qu'il est mené contre nous un combat à mort par tous les moyens. Alors l'autre combat, on va en parler aussi, c'est le combat traditionnel de la 17e chambre. Donc en ce moment, on se fait couper le courant par l'argent. Hein. Il va falloir qu'on trouve une réponse à ça, mais on en parlera d'ailleurs. Cette vidéo va être mise gratuitement parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, et ça serait bien de nous soutenir. Parce que nous, on n'a pas les valises qui arrivent, contrairement à ce que racontait Elie Chouraki. Je n'ai jamais touché autre chose de l'Iran qu'un kilo de pistache. Selon les hackers qui ont piraté la base de données de Alain Soral, à chaque nom est rattachée une adhésion, une vente de DVD ou de livres qui n'ont jamais existé. Ainsi, l'argent est blanchi. Et là, il est question de fonds provenant des caisses des mollahs iraniens. La propagande antisémite de Soral peut donc continuer. Le trésor de guerre est colossal. Récemment d'ailleurs, sur I24, la chaîne israélienne qui possède aussi l'Express, qui a fait récemment la pub pour la nouvelle librairie, il a été raconté par Elie Chouraki, un grand Français, sur I24, que mon économie était entièrement fictive, donc que je ne vendais pas de livres en réalité, mais que je recevais en fait des fonds de l'Iran. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est toujours l'inversion accusatoire. C'est que moi, effectivement, j'ai une vraie économie par la vente de livres, mais par contre, je suis sûr que si on allait regarder la comptabilité de Ring et de David Serra, on trouverait peut-être des trucs un peu bizarres, de l'argent qui arrive, à mon avis, pas d'Iran. Donc, on est en train de nous tuer, d'essayer de nous tuer par l'argent, l'argent qu'on empêche de nous donner, et aussi par l'argent qu'on nous prend par les condamnations à la 17e chambre. Ça, vous le savez déjà. Hein. Je crois que j'ai payé 40 000 € cette année d'échéancier à titre personnel pour les condamnations multiples que j'ai subies pour étant attaqué pour des dessins humoristiques qui ne sont pas de moi, qui sont publiés sur le site d'Égalité et Réconciliation, dont je ne suis pas le directeur de la publication. Mais je veux dire, ça c'est pour les gens qui croient encore que le droit positif existe. Hein. Et là, maintenant, ça va au-delà de ça. C'est que lors de ma dernière attaque pour un dessin, mon avocat Maître Viguier a fait une plaidoirie en défense. En réalité, ainsi que l'indiquait l'encart historien déboussolé, ce n'est certes pas la communauté juive qui est visée, mais les historiens de la Seconde Guerre mondiale. Chaussures et cheveux font référence aux lieux de mémoire, organisés comme des lieux de pèlerinage. On y met en scène des amoncellements de ces objets, afin de frapper les imaginations. Au musée de l'Holocauste à Washington, la légende du tas de chaussures dit « We are the last witnesses ». La coupe des cheveux se pratique dans tous les lieux de concentration et s'explique par l'hygiène, sans laquelle les parasites et la vermine, tels les poux, prolifèrent, véhicules de virus comme le typhus, synonyme de maladie et de mort. Sur l'histoire de ces cheveux, lire Robert Forisson, Les cheveux d'Auschwitz. Eh bien, pour la première fois, c'est rarissime, cette plaidoirie est attaquée, c'est-à-dire qu'on attaque mon avocat. La première remarque, c'est que cela m'interdit d'être l'avocat d'Alain Soral sur ce procès. Vous comprenez ? Alain Soral ne pourra pas avoir d'avocat pour ce procès, parce que son avocat est coprévenu. Et deuxième remarque, c'est que moi, Damien Viguier, je n'ai pas non plus d'avocat. Je ne peux pas être mon propre avocat. C'est
pour vous dire comme la trouille de nos ennemis est grande, hein, pour qu'ils en aillent à ce point-là. Parce que là, c'est une atteinte au droit de la défense qui est carrément la négation du droit français. Hein. Ça existe d'ailleurs déjà en Allemagne chez les révisionnistes, hein, où les avocats sont co-condamnés avec les révisionnistes pour avoir défendu un peu trop bien des révisionnistes. Donc là, le prochain procès que j'ai le problème que je n'ai plus d'avocat, puisque mon avocat est aussi sur le banc des accusés, puisqu'il a été, comment dirais-je, il est poursuivi pour, comment dirais-je, la défense qu'il a produite lors de mon précédent procès. Voilà, c'est pour vous dire comme les persécutions que je subis pendant qu'effectivement les petits de la nouvelle librairie pourront aller siroter du champagne. Il sort de la librairie, il est encerclé par 4 hommes qui ne sont pas des policiers, on s'est renseigné. Ici, vous avez des policiers en civil. Les 4 hommes l'escortent jusqu'à sa voiture. De l'autre côté de la route, vous avez plusieurs groupes de policiers en uniforme. Alors, aucune menace autour, pas l'ombre d'un opposant, pas un cri, pas une insulte envers Éric Zemmour. Et malgré tout, les policiers arrêtent la circulation. Nous, Égalité et Réconciliation, on subit des persécutions d'une violence extrême parce qu'on fait réellement le combat. On mène le combat politique. On fait réellement de la guérilla. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire guérilla et qui confondent guérilla et métapolitique molle, c'est que guérilla, c'est comment dirais-je, une guerre asymétrique qui est menée par des groupes de partisans contre une armée d'occupation de type, on va dire, traditionnel. Et ça consiste à mener des attaques suicides. Ça consiste à pratiquer le harcèlement. Et c'est ce que nous faisons, nous, à Égalité et Réconciliation, et notamment avec Maître Viguier, à nos procès et la manière dont on se défend à nos procès. On ne se met pas à chialer comme Conversano en disant qu'on est clochard et qu'on ne le refera plus. Hein. Voilà. J'en suis à 60 procès depuis 2004. Hein. Et je tiens tête. Et là aussi, ça serait bien, pour donner une petite virilité de droite aux guignols là, qui me manquent de respect en ce moment, qu'on puisse filmer les procès pour voir comment je tiens tête à 7 parties civiles et aux juges en première instance et en appel. Ça demande une paire de couilles et aussi savoir s'exprimer comment dirais-je, à un niveau de tension très élevé, avec un niveau de menace qui plane, qui est parfois de la menace, non seulement de la menace de condamnation à de la prison, mais aussi à de la menace de ratonner derrière par la LDJ. Laisse ta caméra, je suis d'accord. Toi ta gueule, toi ta gueule. Toi ta gueule. Tu vas me quoi? Je vais te manger crâne. Tu vas sortir, tu vas manger crâne. Viens, va dehors, va dehors. Tu peux passer, tu peux aller. À la part, il va se voir le cerveau, tu vas voir. Alain Soral, merci. Nous précisons que pour des raisons techniques, cette vidéo est gratuite. Elle l'est pour l'instant, mais alors là, j'en appelle à votre générosité. Nous sommes en grand danger, c'est vrai, en ce moment, parce que nous subissons des persécutions. Je rappelle, contrôle fiscal, condamnation à répétition. On a beau, nous, avoir une économie réelle et saine, ça devient difficile. On nous a viré de Facebook, donc on nous a viré progressivement de tous les réseaux sociaux. Donc ça nous enlève des canaux de communication, là où on a le droit de communiquer, puisque nous, on n'a pas le droit aux articles dans la presse et on n'a pas le droit à la télé. Il y a un site crypto-nazi carrément qui est Égalité et Réconciliation de Alain Soral. 10 millions de pages lues par mois. 10 millions de pages lues par mois. C'est chouette, Tadei revient, on va pouvoir réentendre Dieudonné et Soral. Vous voyez. Non mais c'est vrai. Donc... écoutez, vous choisissez pas toujours votre public. Non mais est-ce qu'on va... Si vous choisissez vos invités, vous choisissez pas toujours votre public. Donc à RT, on pourra réentendre Dieudonné et Soral. Écoutez, de toute façon, il n'y a pas de liste noire. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie et est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'entendre Dieudonné et Soral? On peut les entendre partout. J'ai encore lu des chiffres récents sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, qui voit passer plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. C'est colossal, c'est absolument énorme. Il ne faut pas considérer ça comme un combat loyal. On est face à des menteurs qui cherchent à manipuler les populations afin d'attaquer ce que nous avons de commun, la démocratie. On était très présent sur Internet et on est en train de se faire virer progressivement d'Internet. On a sauvé pour quelque temps notre chaîne YouTube, mais elle a déjà été fermée plusieurs fois. Et je veux dire, à terme, on finira par tout perdre aussi sur l'Internet. Hein. Donc, si vous pouvez nous aider concrètement, n'hésitez pas. Hein. Voilà, nous, on en a besoin. On ne touche pas d'aide extérieure, malheureusement. On aimerait bien, mais ça viendra peut-être. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.